Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce 74e Performance User Group. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en physique, hein, c'est depuis novembre, donc ça fait plaisir de se revoir ici. Donc aujourd'hui on va parler de Spark et de GPU, comment accélérer les traitements Spark avec les GPU, avec Raphaël Louta, qui est un habitué du Performance User Group, touche à tout aussi. Donc le sponsor aujourd'hui c'est Content Square, donc on est hébergé ici à Content Square. Du coup c'est bien parce qu'il y aura plein de bouffe parce qu'on n'est pas beaucoup. On a une chaîne YouTube avec donc tous les anciens enregistrements. Donc là j'ai mis le QR code pour pouvoir accéder à ce lien parce que ce n'est pas encore un lien short de YouTube, donc il faut qu'on soit 100 abonnés pour avoir ce lien un peu plus court. Donc abonnez-vous pour voir toutes les nouveautés du Performance User Group. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Pareil, hein, faites péter le nombre d'abonnés aussi, ça serait bien. Comme ça, vous avez aussi quand les vidéos sont disponibles aussi, on les retweet et quand il y a des nouveaux sujets qui arrivent. Donc voilà, je vais laisser la place à Raphaël pour son talk sur Spark et GPU. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais déjà partager mon écran. On va y aller. Oups. Donc, le sujet de ce soir, c'est effectivement de parler un peu de Spark et de travaux que j'ai fait pour des clients, en fait, pour regarder l'accélération. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme accélération sur des travaux de type ETL, de type transformation de données, pas machine learning, avec des GPU, avec Spark. Donc c'est un talk que j'avais déjà fait rapidement à Devox, mais à Devox c'était la version courte, parce que c'est un tool to action, donc j'ai que 20 minutes. Potentiellement on a moins de contraintes de temps, donc s'il y a des choses qui vous interpellent, on peut en discuter un moment. Bon, pour le meetup, je ne sais pas si j'ai besoin de me présenter, mais donc ça fait pas mal d'années que je travaille maintenant dans plein de domaines, et actuellement je fais beaucoup de data, Spark et d'optimisation autour de ces sujets-là. Et ce talk en fait, vient de Rapids. Rapids, qui est un projet d'NVIDIA pour accélérer tous les traitements de données et tous les travaux de machine learning et de transformation de données avec des GPU. Ils ont évidemment un intérêt à ce que tout le monde utilise les GPU pour beaucoup de choses, et jusqu'à présent, les GPU sont plutôt cantonnés à la fin machine learning, et toute la phase amont, qui peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources, finalement, c'était pas chez eux. Donc, ils aimeraient bien capturer un peu plus de cette part de travaux. Et donc, ils développent toute une suite logicielle, en fait, pour que les data scientists ou les data engineers puissent travailler du début jusqu'à la fin sur des GPU. C'est vraiment leur idée principale. En fait, donc Rapids, c'est un écosystème assez complet. Il n'y a pas que du Spark, loin de là. À la base, c'est fondé sur CUDA, donc sur leurs API de manipulation de programmation de carte graphique, sur lequel ils ont développé une lib qui s'appelle QDF, qui est en fait une réimplémentation de Pandas, mais dans une carte graphique. Donc ça, en gros, c'est l'API DataFrame de Pandas, mais dans une carte graphique. Ça s'appuie pas mal sur Arrow, et comme ça s'appuie sur Arrow, ça fait que c'est compatible avec beaucoup de choses derrière. Et au-dessus de QDF, en fait, ils ont ensuite développé plein d'outils qui ont des vocations un peu différentes. Alors, en bleu clair, là, tout à gauche, il y a des libres qui sont vraiment spécialisés sur des verticales. Traitement du signal, données géospatiales, ils ont des livres de cybersécurité pour l'analyse de logs de cybersécurité. Ils ont vraiment des verticales très spécifiques. Donc, on ne va pas trop en parler. Plus au centre, donc, ils ont 2 livres de ML. QML, qui est une sorte de réimplémentation de scikit-learn, avec les algos en carte graphique. Et ils ont participé au portage de XGBoost sur carte graphique. Donc XGBoost maintenant marche plutôt bien sur un GPU. Et ce qui m'intéresse particulièrement, et de ce dont je souhaite parler ce soir, c'est ce qui est à droite, c'est les libres qu'ils ont utilisés pour scaler leurs problématiques quand une machine ne suffit plus ou quand une carte graphique ne suffit plus. Et donc il y a 2 moyens de scaler ça. Il y a Dask, qui a été adapté pour travailler avec QDF, et il y a Spark, qui a un portage avec QDF.
Et puis le rapide SQL, c'est juste un requêteur SQL inline in process en carte graphique. Donc ça permet de faire des requêtes SQL en GPU sur une sorte de data frame Panda. Et quand vous allez sur le site de Spark, enfin de Rapids, vous tombez sur ce graphe-là, qui vous promet que si vous voulez faire de l'ETL avec Spark Rapids, vous allez 4 fois plus vite pour 2 fois moins cher. Alors, je vous ai juste mis l'image, mais si vous allez sur le site, juste en dessous, il y a une petite astérix pour dire c'est pas les requêtes TP-CDS, on les a un peu modifiées et on a pris un jeu de données custom. Mais bon, moi personnellement, je suis toujours un peu sceptique quand je vois ce genre de choses. Donc, je me pose la question, en vrai, est-ce que ça marche? Donc, si la promesse, quelque part, c'est de dire je peux prendre des jobs de prod, Spark qui existent, les mettre sur GPU et aller 4 fois plus vite et 2 fois moins cher. À votre avis, pour ceux qui n'ont pas déjà vu la presse, qui connaissent déjà la conclusion, est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que c'est que du marketing? Je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la Spark? Okay. Donc, si jamais il y a des choses qui sont vraiment pas claires, n'hésite pas. Parce que je supposais que l'audience connaissait un peu Spark. Donc, il se trouvait qu'à l'époque où j'ai fait ça, donc c'est le début de l'année dernière, je travaillais avec 2 équipes qui étaient très différentes. D'un côté, j'avais des équipes de data scientists dans un contexte luxe, retail luxe. Et ces data scientists, donc en fait, ils n'ont pas des jeux de données colossaux. C'est pas dans le luxe, on ne manipule pas des pétabytes. Il y a certaines maisons de luxe qui pourraient traiter leurs bases clients sur Excel. Mais donc, ils ont quand même donc ils ont des jeux de données qui sont de l'ordre de quelques dizaines. Les plus gros jeux de données parqués font quelques centaines de gigas. Ce qui est déjà limite pour une station. Mais ils font un tout petit peu d'ETL, ils font du feature engineering, ils font beaucoup d'exploration, donc beaucoup de requêtes d'analytics pour essayer de comprendre leurs données. Et derrière, ils entraînent des modèles. Et à côté de ça, je travaille sur un data lake où là, l'approche elle est complètement différente. Ils ne connaissent pas le métier. On tourne plusieurs milliers de jobs par jour sur des clusters. Actuellement, on tourne à peu près 5000 ou 6000 jobs par jour sur des clusters, essentiellement des clusters EMR. Et donc, par contre, les jobs sont relativement standardisés et simples. C'est soit de la copie de données, soit de l'e-tailing assez classique. Donc pour le coup, c'est très multi-tenant, avec beaucoup de concurrence et beaucoup de jobs qui peuvent se perturber les uns les autres. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir dans ces 2 contextes, en prenant des jobs sur lesquels on travaillait, qu'est-ce que ça pouvait donner d'utiliser Spark Rapids. Je vous propose de vous retranscrire un peu ce qu'il faut faire pour faire ça. Les prérequis pour utiliser Rapid sont super simples. Il vous faut une carte graphique, il vous faut un driver de carte graphique sur votre machine, et il vous faut le CUDA Toolkit. Si vous êtes sur AWS, vous prenez la mi-standard Setcher, elle a tout dessus, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si vous êtes un peu plus à vous le faire vous-même, c'est relativement facile de repackager une AMI qui gère notamment le driver GPU. Une fois que vous avez ces prérequis, il faut aussi les prérequis pour Spark. Donc une JVM, au moins 8, et pas 17. Et potentiellement un Python, enfin tout ce qu'il faut pour tourner Spark. Une fois que vous avez donc Spark sur votre machine, il n'y a que 3 confs pour activer le sujet. Il faut déclarer 2 jars. Le jar CUDF qui fait l'interface avec la libcudf et le jar Rapids qui fait l'interface avec Spark. En fait, c'est codé comme un plugin dans Spark. Donc, il faut déclarer le plugin et il faut dire qu'il veut l'activer. Et ça suffit pour avoir l'activation de... un des trucs les plus difficiles c'est d'avoir une carte graphique NVIDIA dans la machine. C'est relativement difficile. Mais ça suffit en tout cas pour activer le plugin et pour qu'il commence à fonctionner. Il y a une autre commande qui est extrêmement utile, surtout au début. C'est un rapid SQL explain. La valeur par défaut, c'est none.
si vous commencez, mettez all. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça rend le plugin très verbeux. Il va vous expliquer ce qu'il fait, ce qu'il arrive à faire et ce qu'il n'arrive pas à faire sur le GPU. Donc, ça donne énormément d'informations sur comment se comporte le système. Quand on a un peu plus l'habitude, maintenant, ils ont ajouté une option qui s'appelle Not on GPU. Comme ça, il ne fait que vous alerter quand il n'arrive pas à bosser sur le GPU. Mais c'est beaucoup moins verbeux. Vous allez voir tout à l'heure dans les démos, c'est assez verbeux. Une fois qu'on a ça, on peut faire d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, j'ai un script public qui est ce que j'utilise quand je ne suis pas dans un contexte client pour monter rapide. Il fait un peu plus de choses que ce que je viens de décrire. Il installe un environnement Conda, il installe un certain nombre de prérequis. Donc, si vous n'êtes pas sur Python, c'est moins intéressant pour vous. Il fait des configurations de base dans Spark, il fait des configurations de base un peu plus avancées. Bref, ça permet de l'installer et de runner derrière. Donc je pense qu'il y aura les slides, pour ceux que ça intéresse, ça fait partie de mes listes publiques sur GitHub. Et après, pour ce qui est du code, normalement, il n'y a rien à faire. On prend le code tel qu'il a été compilé, on l'exécute, ça marche. C'est beau, c'est magie. Alors en fait, comment marche la magie? Et là, pour le coup, ça va parler à ceux qui connaissent un peu Spark, parce que si on ne connaît pas du tout ça, c'est un peu bizarre. Ce que fait Spark quand il prend un data frame ou une requête SQL, c'est qu'il n'exécute pas le code tel quel, il y a toute une mécanique de transformation du code pour rendre du code exécutable distribué. C'est ce qu'il appelle Catalyst. Et donc, il y a des étapes qui sont créées. Une fois que, par exemple, une requête SQL, elle est parsée pour analyser qu'est-ce qu'on a besoin comme jeu de données, qu'est-ce qu'on a besoin comme colonne. Elle va passer dans un optimiseur qui va calculer et réoptimiser toutes les étapes. Une fois que l'optimiseur a passé, elle va passer dans une étape de construction du plan physique. Donc, on sait ce qu'on veut faire comme opération, on sait dans quel ordre on veut les faire. Maintenant, on va choisir exactement comment on va les faire au niveau du matériel. Et ça va se transformer à la fin en RDD par une biais de code génération et des choses comme ça. Et en fait, ce que fait le plugin de Rapid, c'est qu'il va dérouter une partie de ce process-là. Il va garder l'optimiseur standard de Catalyst. Et au niveau de la construction du plan physique, il va prendre la main et il va construire son propre plan physique. Donc, ils ont réimplémenté une grande partie des opérateurs standards de Spark sous forme d'opérateurs GPU. Donc là où on avait un scan ou un file scan, on a un GPU scan, on a un GPU exchange, on a un GPU filter, on a un GPU aggregate, GPU join. Donc ils ont réimplémenté toute une série d'opérations. Et donc quand ils récupèrent le plan parsé et optimisé par Catalyst, ils essayent de remplacer toutes les opérations par leur propre opérateur en vérifiant qu'elles sont compatibles. Parce qu'il y a quelques limites. Et une fois qu'ils ont réussi à faire donc leur propre GPU physical plan, ils le convertissent en RDD, mais ce coup-ci, pas un RDD de row, mais un RDD de colonne, parce que le GPU va pouvoir travailler en colonne et pas en row. Et ce RDD va avoir son propre processus de codegen, mais ce coup-ci, pas le codegen de Spark, mais un codegen CUDA. Il va aller appeler des kernels qui sont compilés et qui sont envoyés sur la carte graphique. Donc le process est très similaire, mais juste parallèle. Et pour des raisons de limitation du moteur Spark, à la fin de tous les traitements, ils sont obligés de revenir sur une row. Donc à la fin, il y a toujours une étape de retransformation de mode colonne en mode row. Et comme ce n'est pas du tout pratique, par exemple, quand on sauve un parquet, en fait, ils ont fait des transformations fictives. Et donc, quand on regarde des plans où on écrit des parquets, en fait, le job se finit à l'étape N-1, et la dernière étape, une étape fictive qui ne fait rien, mais qui finit en row, pour que l'optimiseur et le moteur Spark soient contents. Sinon, ça va coûter trop cher et ils n'auraient rien gagné en perf. Un des avantages de ce fonctionnement-là, c'est qu'en fait, on peut facilement construire des requêtes qui mélangent le CPU et le GPU. Donc le plugin peut prendre la main sur une exécution, voir qu'il peut optimiser une certaine branche, mais pas une autre. Et il va juste transformer les opérations qui l'intéressent et qu'il sait faire. Et il va laisser les autres au niveau du CPU. Donc ça marche plutôt bien. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça c'est un fragment de l'interface de Spark quand il montre le plan d'exécution. Et tout à gauche, on voit les opérateurs GPU qui ont été créés
par le plugin. Et à droite, on a les grands pavés bleus qui sont générés par le codegen de Spark standard. Donc là, on a, sur les 3 branches, on a une branche qui passe sur le GPU et 2 branches qui passent sur le CPU. Et donc, quand j'ai benchmarké ça donc, dans mon contexte data science, donc une seule machine, un GPU. Voilà. Assez simple. Sur des problématiques qui sont donc des problématiques de type retail, donc il y a des tickets, il y a des clients, il y a des magasins, il y a des produits, et puis on fait des mélanges, et on essaie de comprendre pourquoi les clients achètent ces produits-là dans tel magasin et quel produit il faut envoyer dans tel magasin. Donc sur ces jobs-là, la plupart des gens ont tourné sur des M5D 4X large, donc c'est 16 CPU, 64 Go de RAM sur Amazon, avec un disque local. Et donc, si je prends la machine GPU équivalente, qui était la seule disponible à l'époque, qui s'appelle la G4DN 4X large, donc c'est exactement les mêmes specs matériels, c'est les mêmes processeurs, même mémoire, même caractéristiques réseau. Par contre, il y a une carte graphique T4 en plus qui affectait la VM. Donc, vous pouvez voir que sur beaucoup de ces jobs, on a des gains qui ne sont pas forcément extraordinaires. Notamment les jobs qui sont déjà rapides, qui sont simples en CPU, ils ne gagnent pas grand-chose en GPU parce qu'ils étaient déjà très rapides en fait. Donc le TL Store, il n'y a pas beaucoup de données, il n'y a pas beaucoup de magasins. Quand on transforme les données, passer de 26 secondes à 24 secondes, c'est un gain, mais c'est pas, vous n'allez pas écrire à vos parents pour ça. Quand on commence à parler aux ventes, on voit que sur les ventes, on divise par 2 le temps quand même. On peut écrire à ses parents, surtout si ceux qui payent la facture à la fin, parce que pour le coup, ça coûte effectivement 2 fois moins cher. Le ratio. Le truc, c'est que la G4DN, comme c'est la même que la M4DN, elle coûte plus cher à l'heure. Elle coûte à peu près 20 centimes de plus à l'heure que la M4, la M5D 4X large. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un gain significatif de performance pour que ce soit rentable. C'est pour ça que dans le premier cas, on va un peu plus vite, mais en fait, comme la machine coûte plus cher, c'est vraiment pas rentable. Le deuxième ETL, c'est un peu plus intéressant. Le troisième ETL, ça commence à être franchement intéressant. Le dernier ETL, la dernière task est particulièrement sympa parce que c'est le type de requête, je peux vous la montrer, c'était cette requête-là, c'est une type de requête analytics. C'est des requêtes que les data vont faire pour construire des nouveaux attributs sur leur dataset. Donc là, c'est un nombre distinct de produits, les quantités achetées sur les 12 derniers mois pour ce client-là, etc. Et donc, c'est des requêtes qui font en préparation de données, mais qui font aussi beaucoup en exploration. Et pour le coup, être 3 fois plus rapide sur ces requêtes-là, ça veut dire qu'ils sont capables de travailler 3 fois plus vite, en fait. Donc là, la rentabilité, elle n'est pas seulement sur le temps passé en machine, c'est aussi le temps humain. Que si j'ai pas besoin d'un temps de 100 secondes, mais 33 secondes suffisent, bah, ça fluidifie, on pourrait essayer d'aller encore plus vite, mais ça fluidifie d'autant le travail et ça les intéresse d'autant. Et par contre, vous pouvez voir que sur les customers, je fais x6 en temps. Donc sur l'ETL customer, le GPU met 6 fois plus de temps qu'en CPU. Oui, on sait pourquoi. Ouais. Ça fait partie des limitations du plugin. En fait, si ton job fait des choses qui ne plaisent pas au plugin parce qu'il ne sait pas bien les traiter, ça peut avoir des conséquences assez graves. En l'occurrence, la raison pour laquelle ce job-là est trop long, c'est que le customer a des structures nestées très profondes. Donc, ce n'est pas une table vraiment type SQL. Il y a des records avec des tableaux d'adresses qui contiennent des adresses postales, qui contiennent des trucs comme ça. Et cette modélisation de données ne plaît pas du tout au plugin. En fait, c'est déjà juste là, je pense qu'ils ne savent pas bien paralléliser ces opérations-là, parce que pour que ça marche bien sur les GPU, il faut qu'ils vectorisent. Ils traitent colonne par colonne. Donc, il faut qu'ils soient capables de prendre toutes les valeurs d'une colonne, les passer au GPU, faire le traitement et les ressortir. Et quand tu commences à avoir des structures extrêmement nestées, en tout cas, sur la version du plugin où j'ai fait les benches, qui était donc il y a quelques mois et ça a évolué depuis, ça se gérait très très mal. Je penserai à répéter la question.
Euh, donc ça, c'est la requête qui gagnait le plus. Donc, parmi les quelques limitations du plugin qui ont évolué et qui évoluent régulièrement à chaque release, il y a une release à peu près tous les 2 mois. Donc, ça oblige à regarder régulièrement si des problèmes sont corrigés. Le problème le plus embêtant en termes de business, c'est le premier, c'est le décimal. La carte graphique gère très bien les floats, très bien les entiers. La structure décimale, ça lui plaît beaucoup moins. Et donc, ils ont des limites sur la taille des décimaux qu'ils sont capables de gérer. Notamment, ils s'arrêtent, de mémoire, à l'époque, ils s'arrêtaient sur des décimales 18-10 en précision, alors que Spark en CPU monte en décimale 38-10 de mémoire. Ça vous parle quand je... Ouais, non 38-10, c'est-à-dire que tu peux avoir 38 chiffres et 10 de précision derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on multiplie 2 décimaux entre eux, par exemple, Spark prend l'hypothèse que le pire cas peut se produire. Donc, il va prendre les deux nombres les plus grands qui sont représentables par ces décimaux-là, et il va tailler le nouveau décimal pour pouvoir les contenir. Ce qui fait qu'il y a la moindre opération entre 2 décimaux, en fait, très vite dépasse les décimales 18-10. Je fais la somme de 2 colonnes qui sont 18-10, en fait, je suis censé passer en 19 au minimum, parce que potentiellement, sinon je fais un overflow. Et donc, très vite, on se retrouve soit à devoir recaster pour réduire la dimension du décimal, mais ça suppose de changer le code, parce qu'on n'a pas besoin de le faire en CPU, soit à sortir de l'optimisation GPU et de travailler autour en CPU. Deuxième restriction relativement forte pour une utilisation, on va dire, prod, le système ne gère qu'un seul timestamp, enfin qu'une seule time zone. Par défaut, en gros, il ne gère pas dans les parsings de string, il ne gère pas une notation de time zone. Donc, par défaut, il suppose que tout est en UTC, et si c'est pas en UTC, il y a un réglage de conf pour lui dire non, mais en fait, pas l'UTC, mais on ne peut pas lui faire manipuler, lire des lignes qui ont des time zones différentes. Donc, selon la source de données, c'est un vrai problème, et c'est une vraie limitation. Les tableaux de structure qui sont nestés ne sont pas supportés. Maintenant, les tableaux, au début, les tableaux n'étaient pas supportés. Maintenant, les tableaux de type simple sont supportés. Les tableaux de structure nestés ne sont pas supportés. Bref, il y a une petite restriction. Et selon selon votre activité, ça peut vous gêner. Il y a des différences de résultats entre Spark CPU et Spark GPU, notamment sur les opérations de float. Parce que naturellement, les cartes graphiques ont tendance à travailler sur des floats de 16 ou des floats de 32. Toutes les cartes graphiques ne savent pas gérer le float de 64. Et donc, en fait, ils traitent les floats un tout petit peu différemment en termes de représentation interne. Et donc, les calculs de float ne sont pas garantis de donner exactement le même résultat que le résultat CPU. Des fois, il y a la dernière fraction qui change. De toute façon, c'est des floats. Hein, donc, Mais ça fait que si le calcul de float a besoin de précision, il y a une vraie limitation, en fait, et on est obligé de vérifier que le calcul rendu par le GPU est aussi précis que le calcul rendu par le CPU. Sinon, le GPU est un peu moins précis et donc il va plus vite, un peu moins précis. Donc voilà, il y a pas mal de limitations. Il y a un tableau et c'est relativement bien documenté ce qui marche, enfin ce qui considère comme étant utile ou pas. Si on passe au cluster, donc sur une machine, ça marche plutôt bien, hein, franchement. On passe au cluster, c'est plus du tout la même config. Donc, moi, dans mon contexte client, je suis sur un AWS. On travaille sur des clusters EMR. Donc, si je veux EMR Yarn, donc pas EMR sur Kubernetes et pas EMR serverless. Donc, si on est sur EMR Yarn, il y a plusieurs opérations à faire pour pouvoir activer ce plugin. La première chose à faire, c'est de changer l'exécuteur par défaut pour le passer en Docker, parce qu'on a besoin des cgroups pour pouvoir gérer les ressources graphiques. Donc ça, pour le coup, c'est bien géré dans Hadoop 3 et dans Yarn 3. C'est juste pas la config par défaut. On est obligé de mettre un script shell sur chaque machine qui doit s'exécuter, qui doit retourner les identifiants des cartes graphiques qu'il a vues sur les machines. C'est pour être sûr que quand Yarn schedule un job, il a un identifiant qui est stable
de carte graphique, et donc il sait qu'il a affecté telle carte à tel job, parce qu'une des limitations du scheduling, c'est qu'une carte graphique ne peut être affectée qu'à un job à la fois. Donc il a besoin de récupérer des identifiants pour dire la carte graphique 0 c'est pour toi, la carte graphique 1 c'est pour toi, la carte graphique 2 c'est pour toi. C'est important surtout si les machines qui exécutent ont plusieurs cartes graphiques. Si on a un cluster de machines qui n'ont qu'une seule carte graphique, ça renvoiera toujours 0, il n'y a pas beaucoup d'index. On peut faire un return 0 dans le script, ça marche. Et sinon, NVIDIA fournit un script par défaut qui marche avec leurs outils en ligne de commande qui permet de récupérer des identifiants. Et après, il faut écrire, donc, il faut reconfigurer le scheduler pour prendre en compte les ressources GPU et prendre en compte la contrainte que représente le GPU quand il planifie son placement de job sur le cluster. Donc pareil, ça fait un peu de complexité. Donc pareil, j'avais fait un petit script donc ça, qui peut être utilisé tel quel pour lancer sur EMR un cluster qui fonctionne en carte graphique. Pour le coup, autant le premier, je le fais évoluer régulièrement, autant celui-là, il n'a pas évolué depuis 4 mois. Donc, je ne sais pas si tout est encore complètement pareil parce que Amazon. Donc pour la petite histoire, Amazon avait annoncé le support officiel du plugin depuis en EMR 6.2. Donc il y a une page de documentation qui dit ça marche en EMR, à partir de EMR 6.2, vous pouvez installer le plugin, c'est fourni par Amazon. Ils ont une page de doc. La page de doc ne marche pas en EMR 6.3. Et donc marche qu'en EMR 6.2. Le plugin n'a pas été mis à jour depuis 1 an et demi. Sur un plugin qui a 2 ans, ça veut dire qu'il est dans une phase complètement utilisable en vrai. Et pour pouvoir effectivement utiliser le plugin, on est obligé de désinstaller tout ce qu'ils ont mis sur les machines parce qu'elles rentrent en conflit avec les versions de CUDA en particulier. J'aime beaucoup MR. Donc quand je fais mes tests sur MR, ça donne quoi? Donc pour le coup, dans ce contexte-là, j'ai 2 types de jobs. J'ai des types de jobs d'ingest simple, c'est vraiment quasiment de la copie de données pure. C'est de la copie transcoding, on va dire. On me donne des CSV, je sors des parquets. On me donne des JSON, je sors des parquets. Voilà. C'est des trucs assez simples. Et on a des opérations d'upsert qui sont donc, je mets à jour des données présentes dans j'observe, je mets à jour des données dans une database déjà présente sur AWS. Et donc là encore, selon les jobs, il y a des jobs qui ont des bons rendements et puis il y a des jobs qui sont complètement catastrophiques. Donc on retrouve un comportement assez proche finalement de ce qu'il y a en mono-machine. C'est dans 75% des cas, ça marche bien, mais quand ça ne marche pas de façon catastrophique. Pour le coup, comme dans le contexte du cluster, j'ai un problème de multi-tenance. On a une série de benches qu'on peut tourner en permanence sur un cluster de recettes. Donc là, j'ai un profil de 2 benches. Le bench du haut a été fait en mode CPU. Donc c'est notre cluster de bench, en fait, il fait 288 cœurs en task. Je ne compte pas les masters et je ne compte pas les corps. Et en général, on tourne sur des M6GD 8X large, donc des machines ARM en fait, parce que c'est de nos benches le meilleur rapport qualité-prix pour ce qu'on fait. Et donc, je l'ai comparé à un cluster qui est capable de faire tourner le plugin. Donc, pour le coup, ce sont des machines qui sont beaucoup plus petites en fait, des G4 DNX large. Et je reviendrai pourquoi dessus. Il y a moins de cœurs CPU parce que je mets des GPU. Donc, faut pas plus que... En fait, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire un cluster qui coûte à peu près le même prix à l'heure. Donc le cluster du haut nous coûte 18 $ à l'heure, le cluster du bas nous coûte 23 $ à l'heure. Et vous voyez rapidement dans les profils, donc les jobs sont classés par ordre, par durée, du plus rapide au plus lent. Et donc on voit que dans beaucoup de cas, dans les jobs très courts, en fait, il y a très peu de différence, mais de toute façon, ce n'est pas important. Quand on commence à toucher les 75 jusqu'à 90 %, en fait, on a un vrai gain à passer sur le GPU. Donc, il y a pas mal, dans la tranche, on va dire, où le CPU commence à monter très vite. Au GPU, en fait, on progresse beaucoup plus doucement. Et donc, ces jobs-là, ils y gagnent vraiment.
Et par contre, on a des jobs qui prennent des coups catastrophiques en bas. Et le dernier max, il est beaucoup, beaucoup plus haut, parce qu'on a des jobs, quand on tombe sur les situations pathologiques du plugin où il va 5 fois plus lentement que le CPU, ben forcément, tous nos tasks derrière en pâtissent. Et le truc, c'est que seulement 98% des jobs dans le run GPU ont fini avec succès. Donc on a 8% de crash. Ce qui est quand même compliqué à passer en prod. Ouais. 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 Ouais, c'est ça. Bah, sauf si t'en mets beaucoup, beaucoup. Auquel cas, tu peux espérer que. Mais je suis d'accord avec toi que. Enfin, oui, donc la remarque, c'est qu'il faut effectivement que les tâches soient relativement longues pour gagner. Il faut traiter beaucoup de données pour que ça commence à être intéressant. Sur les tout petits jobs, c'est pas intéressant de façon générale. Mais le problème, c'est que sur certains gros jobs, pour peu qu'ils aient mauvais support de décimaux, une structure restée ou n'importe quoi, et ben en fait, ça ne nous va pas du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? En vrai, sur certains trucs, ça marche très très bien. Je ferai les démos après à la fin pour vous montrer. Il y a quand même des vrais gains sur un certain nombre de comportements qui peuvent être utiles de savoir que ça marche en fait. Ça demande un peu de réglage. Quand je dis un peu, ça veut dire quoi? Je crois que Spark doit avoir à peu près 200 ou 250 options de configuration et de tuning. Le plugin Rapids doit en rajouter une centaine. Parmi les importantes, en fait, il y a un comportement qui est très différent entre le CPU et le GPU. C'est que, comme le GPU va tout traiter par colonne, ce qu'il va vouloir, c'est qu'on lui remplisse la mémoire du GPU, en gros, le plus possible, pour pouvoir faire un run de QA, récupérer le résultat. Parce que pour aller sur le GPU, il y a une copie mémoire entre la mémoire principale et le GPU qui coûte plus cher que ce qu'on n'aurait pas eu sur le CPU. Donc, pour amortir la copie mémoire, il faut qu'il y ait une bonne quantité de données qui passe par task vers le GPU. Et donc, la recommandation, et dans les tests, j'ai constaté que c'était vrai, est d'augmenter la taille des partitions standard, qui tourne plutôt entre 120 et 250 max par task. Là, sur NVIDIA, c'est de monter beaucoup plus haut, 512, 1 giga, ce qui permet d'aller vraiment alimenter le GPU. Ça a un très léger comportement négatif, c'est que si par hasard vous avez une opération dans le job qui n'est pas prise par le GPU, vous vous retrouvez avec des énormes partitions dans le CPU et vous crachez en memory overhead. Donc, il faut bien savoir que tout va être pris dans le GPU pour être sûr qu'on puisse augmenter effectivement la taille des partitions sans risque. Deuxième problème, c'est qu'il y a un GPU n'est pas partageable. Et le GPU est considéré comme task. Donc, en Spark, en général, on a un exécutant, on va avoir 3 ou 4 corps. En général, 4. Donc, en fait, on va avoir 4 corps qui vont essayer de travailler sur le même GPU. Donc, ils vont le faire en série. Si le GPU est assez performant pour pouvoir traiter 2 tasks en parallèle, on peut demander à Rapids de doter le concurrent GPU task pour qu'il essaye de faire passer 2 jobs en même temps. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va monter en mémoire 2 partitions. Donc, il faut que le GPU 1 ait suffisamment de corps CUDA pour que ce soit rentable, et 2 ait suffisamment de mémoire pour que les 2 partitions tiennent. Sur les G4DN, j'ai jamais réussi à monter plus que 2, et 2, c'est déjà limite. Si on va sur des cartes graphiques plus grosses, on peut monter plus haut, mais comme elles coûtent beaucoup plus cher, l'équation économique n'est plus la même. Le dernier paramètre, c'est le batch size bytes. Et donc celui-là, c'est le buffer, qui est la taille du buffer, qui est l'unité de copie entre la mémoire et le GPU. Donc c'est la taille qu'il est prêt à copier. Et là, le but, c'est de la mettre la plus grosse possible. Par défaut, elle est à 2 Go moins 1 octet.
Et si la graphique a assez de mémoire pour faire ça en fonction du nombre de traitements parallèles, ben, faut essayer de la garder le plus possible. Autant dire que j'ai passé beaucoup de temps à tester les réglages. C'est pas du tout évident de trouver une combinaison de réglages qui fonctionne dans un cas général. Ça demande un peu de travail. Excusez-moi. C'est bon, merci. Deuxième problème qui est un petit peu... Enfin, deuxième. Construire un cluster GPU qui marche sur le cloud, notamment dans mon cas AWS, en fait, c'est relativement compliqué et beaucoup plus compliqué que sur le CPU. Pourquoi? Le principal problème, c'est qu'on a très peu de machines disponibles. On a très peu de types de machines GPU qu'on peut utiliser dans ces cas-là. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les gammes Amazon, il y a 4 familles de machines graphiques. Vous avez les P3, qui sont des cartes graphiques Volta, donc c'est des V100. Pour les gamers, c'est l'équivalent des machines des cartes graphiques RTX 2000, la génération 2000, 2080, etc. Donc l'équivalent de cartes Turing en grand public. Ces cartes graphiques ont beaucoup de mémoire, elles ont beaucoup de corps de traitement, mais elles coûtent très cher. Et donc, en fait, c'est quasiment pas rentable, jamais, dans le cas des ETL, de les utiliser parce que le Spark ne va pas les utiliser de façon suffisamment poussée pour rentabiliser le coût, en fait. Donc, quasiment la seule famille qu'on peut utiliser à l'heure actuelle, c'est G4D, qui contient donc une carte graphique T4, donc Turing aussi, mais que 16 Go de RAM et beaucoup moins de cœur que là. Et sur ces G4-là, c'est forcément un ratio 1 cœur 4 Go de RAM sur la machine principale. Si vous vouliez 8 Go de RAM par cœur, ben, ça n'existe pas. Il faut prendre moins de cœur, enfin, pouvoir prendre plus de cœurs et pas les utiliser. Donc, vous les payez pour rien. D'autre part, quand on monte en gamme dans les machines, en fait, genre la G4 DN 8X large, elle a 32 cœurs, elle a 128 Go de RAM, mais elle n'a qu'une carte graphique. Donc, qu'est-ce qu'on peut scheduler là-dessus? On va pas mettre des exécuteurs, on va pas mettre 10 exécuteurs qui tournent. Si tous besoin d'un carte graphique, ça va être une contention de folie en fait. Donc il n'y a que deux machines, finalement il n'y a que deux profils qui marchent à peu près. C'est la G4DNX large, où on a 4 cœurs, 16 Go de RAM, une GPU, et on en met plein. Ou la G4DN 12X large, parce que c'est la seule dans les gammes qui ne soit pas hors de prix, qui a 4 GPU. Donc en fait, cette machine-là, elle a 48 cœurs, donc 192 Go de RAM et 4 GPU. Et donc, ça limite comme énormément les choix possibles pour construire un cluster. Donc, il faut que tous les jobs taillent bien, etc. Deuxième problème qu'on a découvert avec plaisir, les instances FleetEMR ne marchent pas quand on est en GPU. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, les EMR a un support d'instance Fleet qui permet de détecter quand un cluster n'a pas assez de ressources et de rajouter les machines à la volée, les enlever à la volée. Complètement automatique. Mais en fait, quand on commence à gérer les GPU, en fait, il ne détecte pas qu'on a besoin de GPU parce qu'on a demandé de CPU. Comme la contrainte était sur le GPU, il s'est dit, bah, le CPU, c'est bon, donc en fait, il ne scale jamais. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire tout le scaling et l'autoscaling à base d'alertes CloudWatch avec les instances groupes comme on les faisait il y a 4-5 ans. Ce qui n'est pas pratique du tout. Et l'autre point négatif de MR, qui allégerait beaucoup les problèmes, c'est qu'il ne gère pas encore les fonctionnalités MIG des nouvelles cartes graphiques NVIDIA. Ça parle à quelqu'un, MIG non. MIG, c'est sorti l'année dernière, enfin 2020 pour le coup, avec Ampère. C'est la virtualisation de cartes graphiques par NVIDIA. Donc en fait, ils ont fait un support hardware sur les cartes Ampère, donc les
les cartes qui sont dans les familles P4 ou G5 de chez Amazon, ou les cartes 3000 quelque chose, grand public, etc. Où on peut les découper virtuellement. Ils ont un certain nombre de pré-découpages physiques. On ne peut pas choisir comment on les découpe en fait. Sur une carte A100, on peut la découper en 1, 2, 4 ou 7. Et les tailles sont prédéfinies et les corps sont déjà pré-découpés, mais la séparation est totale. C'est-à-dire que les cartes graphiques ne se voient pas, et du point de vue système, ça fait 7 cartes graphiques différentes. Et donc, ça allège fondamentalement le problème qu'on a de scheduler plus d'instances en parallèle, parce que chaque job n'est pas capable d'utiliser toute la carte graphique. Donc, NVIDIA a commencé un plugin pour Yarn pour ça, mais ce n'est pas encore vraiment supporté plus que ça. Et donc, en fait, pour l'instant, ça reste quand même très largement réservé aux early adopters. Ça marche. Si vous avez un gros job, surtout si vous avez un gros job qui fait un certain nombre de trucs comme des counts distincts, des windows, des gros agrégats ou des joins, des gros joins, ça marche très très bien. Vraiment très bien. Donc, si vous avez un job adapté, vous pouvez gagner significativement. Par contre, il faut être en confiance sur Spark, le tuning de Spark de base, parce que on ne fait que rajouter une complexité supplémentaire. Ça complexifie le debug, ça complexifie la gestion des erreurs. Donc, il y a plein de choses qui se rajoutent. Donc, c'est à réserver à des équipes qui sont déjà bien à l'aise sur Spark pour pouvoir effectivement aller plus loin. Ça va vraiment être pas pratique, c'est le moment où je fais des mots. Ça, c'est la fin de la presse. Donc, c'est la fin de la présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe je vous montre un petit peu comment ça se manipule. Et puis, si vous avez des questions, soit vous posez au passage, soit on les reprend au passage. J'espère que j'ai du réseau. Ah oui, parce que donc, là, je suis sur une machine qui est sur Amazon, qui est une G4DN2X large. Donc, je suis dans le setup mono workstation, parce que je n'ai pas envie de lancer un cluster pour la démo de ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un cas qui se passe bien sur des jeux de données publics. Alors, donc, la conf que j'utilise, c'est la conf qui est fournie dans le GIS que je vous ai listé. Donc, il y a des configurations standards, c'est-à-dire activer l'adaptive, définir la taille mémoire. Et après, il y a des configs spécifiques rapides de tuning. Et puis après, il y a toutes les options de compatibilité activées ou pas dans Rapids. Donc, par exemple, depuis peu, ils ont rajouté le support des regexp. Avant, ils ne les géraient pas. Donc, là, si votre job utilisait une fonction airlike ou regex extract, en fait, elle était forcément passée sur CPU. Maintenant, elle peut être passée sur GPU, mais il faut l'activer. Donc là j'ai un petit notebook. Ça ne va vraiment pas être pratique, le shift. Donc, c'est un notebook sur un jeu de données public de New York, les taxis. Celui-là, il est simple, il est sympa. Et donc là, c'est une petite requête qui prend les... je vais peut-être redémarrer mon kernel. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il bouge. Donc, les données, je les ai recopiées en local. Elles sont sur le slash local, il est monté sur le SSD qui est sur la machine. Donc, je ne suis pas limité par la bande passante BS ou quoi que ce soit, je suis sur un SSD. Donc, c'est un jeu de données assez connu. Ça donne, là, j'ai pris les taxis jaunes, point de départ, point d'arrivée, la durée du trajet, combien ils ont payé et la distance parcourue. Et il y a 4 ans de voyage. Et il y a une petite table de correspondance qui permet de retrouver pour un point donné dans quelle zone de New York ça se trouve, etc. Donc, si je fais une petite requête comme ça, qui calcule quoi? Pour chaque année, quelle est la zone de drop-off où il y a eu le plus de voyages, en fait?
donc le top N des zones les plus populaires. En CPU, donc là, je suis en mode CPU, j'ai désactivé la partie GPU. C'est pour déjà montrer ce que ça donne en standard. Normalement, cette requête-là, elle prend une trentaine de secondes. Je l'ai déjà lancé. Juste pour vous dire qu'il faut attendre 30 secondes. La requête d'après, elle prend plus longtemps. Donc, comme ça, je peux en parler pendant qu'elle tourne. Donc là, 26 secondes d'exécution de cette requête. On peut voir qu'elle est relativement efficace. En fait, on fait un join entre deux tables. Comme la table est toute petite, c'est un broadcast join. Donc, c'est ce que Spark sait faire de plus efficace. Et après, ça fait les calculs. Donc, c'est pas une requête compliquée, mais c'est une requête qu'on peut faire typiquement en exploration, en analytics. On va lancer la deuxième en parallèle. Donc là c'est typiquement normalement le genre de requête où le GPU va vous aider. D'accord. Si on est dans des requêtes de type analytics, c'est-à-dire on a un ensemble de groupes by sur des champs qui ont des grosses cardinalités, on fait des distincts. Pour le coup, le distinct en GPU est beaucoup plus performant que le CPU. Donc, si vous avez des requêtes qui font beaucoup de count distincts, en fait, il y a un vrai gain à utiliser le GPU derrière. Donc, normalement, ces deux requêtes-là, quand je vais les jouer en GPU, on devrait voir une différence de perf assez significative. Je vais quand même laisser finir le CPU. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux montrer? La deuxième requête, en fait, la grosse différence, c'est ici, je fais une jointure en disant ce que je veux, c'est juste la zone de drop-off, donc la fin du trajet. Dans cette requête-là, je fais une jointure sur soit la zone de drop-off, soit la zone de pick-up. C'est la seule différence. Pourquoi elle met beaucoup plus de temps? Parce qu'en fait, quand tu fais ça, quand tu fais un OR sur ta condition de jointure, l'implémentation du join n'est plus la même. Et Spark est obligé de prendre un join qui est beaucoup moins efficace. Il est obligé de faire un broadcast nested loop au lieu de faire un broadcast hash. Et donc, en fait, il passe deux fois en rue toutes les records, et donc c'est beaucoup plus long en fait. Donc cette seule différence en fait fait un x4 ou un x5 sur le temps de traitement de la requête. Bah, de toute façon, si tu veux travailler sur les performances des requêtes, tu es obligé d'aller regarder à chaque fois que tu écris une requête. Avec l'expérience, tu sais ce que ça va donner parce que tu as ton propre optimiseur dans la tête, mais en vrai, tu es obligé d'aller regarder les plans, et là, tu vois bien qu'il y a un broadcast nested loop join, et dès que tu vois nested sur un plan Spark, tu sais que ça va mal se comporter. tu sais que ça va te coûter très très cher et ça va prendre beaucoup de temps. Donc là, normalement, il a presque fini. Ça va prendre 2 minutes, entre 2 et 3 minutes. Donc ça fait quand même 5 fois plus long que le join standard, en fait. Ouais. Oui, la question, c'est pour le distinct, ça tourne bien sur GPU. Oui, on constate que ça tourne bien sur GPU. J'ai pas regardé comment le kernel était codé pour te dire pourquoi ça tourne bien sur GPU. Mais oui, ça tourne bien. Je n'ai pas regardé comment le kernel était codé. Moi, je sais que le distinct coûte cher sur un CPU, puisque pour faire un vrai distinct et pas un approx, il faut qu'il maintienne une hache de toutes les valeurs qu'il a vues. Donc, de toute façon, ça lui prend les ressources. Parce que si tu as beaucoup de valeurs distinctes, ça fait des grosses haches, donc ça fait beaucoup de mémoire. Donc, de toute façon, ce qui est clair, c'est que l'implémentation CPU coûte cher. Ouais. Après, pourquoi l'implémentation GPU a pas ces coûts-là? Peut-être que le fait qu'il travaille sur une colonne, en fait, comme en données dans la carte GPU, tu n'as que la colonne qui t'intéresse. Ouais. Tu n'as pas la row, tu n'as que la colonne. D'accord, ok. Peut-être qu'ils sont capables de sortir de façon plus efficace la table des valeurs distinctes et de la garder. Je n'ai pas regardé. Franchement, je n'ai pas la réponse. Ouais. C'est juste que intuitivement, algorithmiquement, je suis un peu en mode. Ouais. Mais ok. Donc là, vous voyez, pour la première requête, on a 27 secondes. Pour la deuxième requête, on est à 2 minutes 37. Donc j'ai un autre notebook, c'est exactement une copie du premier. Alors par contre, il faut que je ferme
il faut que j'arrête mon premier kernel parce que, comme je suis gentil avec Spark, je lui ai donné la moitié de la mémoire de la machine. Je ne peux pas lancer deux sessions en parallèle. Shutdown, shutdown. OK. Donc, on va lancer celui-là. Donc, c'est exactement les mêmes jobs. La différence, c'est que cette fois-ci, le rapid SQL est enabled. D'ailleurs, donc, il vous le dit quand il démarre. Au démarrage de Spark, il met toujours un message pour dire il est chargé, voilà mes versions, et est-ce que je suis activé ou pas. Et là, vous voyez l'effet du explain all. Là, je suis en mode note GPU, donc en fait, il ne met un message que quand il n'arrive pas à traiter sur la carte graphique. Mais à chaque fois qu'il y a une opération dans le plan qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas interpréter ou qu'il décide de ne pas le faire, il va mettre un warning pour dire attention, cette opération-là, je ne vais pas la faire sur GPU parce qu'on a constaté que souvent c'était plus rapide à le faire sur CPU. Il y a une option de config pour le forcer à le faire sur GPU quand même, mais en pratique, par défaut, c'est eux qui choisissent de ne pas l'exécuter parce qu'ils savent que ce n'est pas bon. Donc la réponse à la première requête ici en GPU, vous voyez, on est à 4 secondes. Donc on est 6 fois plus rapide que la version CPU. Parce que c'est vraiment quasiment le best case pour le cas GPU. Si vous avez des requêtes de ce type-là, analytics, feature, avec des distincts, avec des windows, avec des group by, potentiellement des joins qui se font bien, honnêtement, ça vaut le coup vraiment d'aller regarder le GPU parce que ça marche très très bien. Sur la partie, quand on commence à faire des nested loop, on a toujours un gain, mais il est moins flagrant. Normalement, il va mettre à peu près 2 fois moins de temps. Donc sur le join, il met 10 fois moins de temps. Si la même requête, mais avec un plan moins optimisé, qui demande plus de travail sur la mémoire et de passer plus d'IO entre les sous-composants, en fait, il gagne moins puisqu'il passe plus de temps à faire des IO. Et notamment la copie mémoire CPU-GPU, elle n'est pas... C'est pas instantané. Et donc là, on a une réponse en 1 minute 39. C'est pas tout à fait 2 fois plus rapide. C'est pour ça que j'ai du mal à dire des GPU et ça va marcher. C'est vraiment très dépendant des requêtes. Après, il y a des cas où c'est très dépendant des requêtes et c'est pas évident qu'on a un gain, mais on a un vrai gain. Je ne vais pas forcément la jouer parce que c'est un peu long. Je l'ai exécuté, donc vous pouvez voir les temps de réponse. Donc là, j'ai un dataset qui est un peu pathologique. Je ne vais pas vous dire. Alors, il fait 6, c'est un dataset de 6 gigas en parquet. Donc c'est pas du big data, il n'y a pas des pétabytes. Et ce que je fais, c'est juste, je prends le dataset, c'est déjà du parquet, je prends que les 100 000 premières lignes. Il y a 70 millions de lignes. Et je les réécris en parquet. C'est pas palpitant. Et quand je le fais en mode CPU, ça me prend 2 minutes. Quand je le fais en mode GPU, ça me prend 43 secondes. Donc ça va quand même 3 fois plus vite. Alors pourquoi? C'est la question. Ouais. Ouais, c'est juste pourquoi c'est plus rapide parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de traitement, mais il y a la copie de la donnée à faire jusqu'au GPU. Donc la raison pour laquelle c'est plus rapide, c'est parce que je peux te la printer. Ah non, le kernel est pop. C'est qu'il y a 1300 colonnes dans le dataset. Je ne sais pas si je vois du coup ce que. Et en fait, le fait qu'il y ait 300 colonnes dans le dataset, tu perds une tonne d'optimisation dans le CPU. Notamment, Spark arrête de faire sa compilation Wall Stage CodeGen à partir de 100 colonnes. Et donc, en fait, pour tous les datasets qui ont beaucoup de colonnes, qui passent le stade de base de Spark, et il faut savoir que c'est une grosse limite en fait, dans beaucoup de traitements, tu as plus de 100 colonnes en fait, et potentiellement, en passant en GPU, comme une implémentation complètement différente, tu gagnes significativement parce que tu viens d'enlever une limitation qui t'avait été imposée côté GPU. Et la raison pour laquelle cette limitation existe côté Spark, c'est que si jamais tu essaies de l'augmenter, c'est une conf, c'est un paramètre de tuning, tu vas péter un deuxième problème qui est que tu vas générer des méthodes tellement grosses
qu'elles vont plus être JT. et là, pour le coup, tu pars pour des nuits à traiter des... J'ai un exemple justement sur ce dataset-là, ou sur ce dataset, comme il a beaucoup de colonnes, si je fais ça, c'est-à-dire je fais juste un select en faisant un case when, un bed case when. Hein. Il n'y a rien d'autre il y a rien d'autre. Je prends toutes les colonnes, je fais un case when pour savoir si je change la valeur ou pas. Si je lance ça en GPU, j'en ai pour 6 minutes. Si je lance ça en CPU, ça ne finit pas. Enfin, au bout de 5 heures, j'ai arrêté parce que j'avais plus envie d'attendre pour savoir si ça allait finir ou pas. Et la raison, c'est que comme il y a 1500 colonnes de case when, en fait, quand il génère tout sa grosse méthode, alors elle ne pète pas la limite des 64 kilooctets, mais elle est au-delà de la limite des 8 kilooctets, donc en fait, il ne l'agite pas, et donc tu es interprété, et c'est catastrophique. C'est 64 sur la configurée. Ouais. Vas-y, Jean-Philippe, pour le micro. Okay, la JVM, en fait, elle ne JIT plus les méthodes qui ont plus de 80 000 bytecode. Mais il y a une option pour compiler ces méthodes quand même. Mais je ne sais pas ce que ça peut donner. Alors, j'avais essayé d'augmenter les huge method limit, etc. Et franchement, il ne faut pas. Ouais, c'est pire. Ouais, je ne suis jamais allé là-dessus. Mais... Donc voilà, ça, c'est un autre cas où, par exemple, le plugin est vachement intéressant. Mais encore une fois, pour se rendre compte que c'est intéressant, il faut déjà bien connaître Spark et connaître les limites du moteur CPU. J'ai une autre question. Ouais. Est-ce que tu arrives à avoir des métriques ou une idée du temps qui passe à faire la copie de données, GPU, CPU ou pas, pour comprendre un tout petit peu en fait qu'est-ce qui prend du temps et est-ce que ça peut s'optimiser ou pas? C'est une très bonne question. Ça me permet de passer à la suite. Je te facturerai la transition. Merci pour la transition. Et c'est mon dernier point. NVIDIA, comme ils ont remarqué que ce n'était pas facile de tuner, en fait, ils ont fait des outils. Ils ont fait 2 outils. Un outil qui permet de prendre la trace d'un job Spark et de voir est-ce que ce job Spark risque de poser problème sur GPU. Donc, ils ont un outil de qualification et ils ont un outil de profiling qui te donne beaucoup de métriques standards de Spark, mais qui, en fait, il a un mode compare où tu peux dire, OK, voilà une exécution en CPU, voilà une exécution en GPU et contraste-moi où j'ai gagné, où j'ai perdu. Donc, la qualification, par exemple, je l'ai retourné sur le... Donc, quand tu tournes la qualification, c'est juste un programme Java en ligne de commande. Tu lui passes tous les logs Spark de tes jobs et il te sort à la fin un CSV qui te dit, ben voilà, c'était l'application machin, le score, on ne va pas trop en parler. En gros, c'est lié à la durée. Voilà combien de temps le job a duré. Voilà combien de temps le job a pris dans les data frames. Et surtout, il va te sortir, là, j'ai une opération que je ne sais pas gérer, donc peut-être que ça ne va pas bien se passer. Et donc, ça te permet de voir dans tous les jobs que tu tournes. Donc là, en fait, j'ai pris un sample aléatoire dans un prod de job que j'ai passé dans le titre qualif. Et on peut voir qu'il y a un certain nombre de jobs. Effectivement, il va me dire, ouais, ça c'est des types de données temporelles dans Parquet que je ne gère pas. Là, c'est du CSV que je ne gère pas. Etc., etc., etc. Donc, il va flaguer les candidats finalement à l'optimisation et ceux qui ne sont pas candidats à l'optimisation. Je n'ai pas vraiment poussé plus loin pour savoir si c'était si fiable que ça. C'est-à-dire, je ne lui ai pas encore fait confiance en me disant, tiens, si tu ne me flagues pas de trucs, je te passe en GPU et j'y gagne. Donc, je ne suis pas certain que ce soit à ce point-là. Mais déjà, ça aide. Au moins, en général, quand ils te flaguent pour te dire attention, c'est du JSON et je ne gère pas le JSON, au moins tu sais que celui-là, ce n'est pas la peine. Donc, ceux qui sont flagués comme étant douteux, il ne faut probablement pas les mettre. Ceux qui sont flagués comme bons, ce n'est pas évident que ça marche. Mais il y a plus de chances. Et donc, dans les profils, ce qui sort dans les profils, donc là, c'est des profils de job non GPU. Donc, il va sortir toutes les datasets qui ont été écrits. Et il va sortir voilà, toutes les métriques qui sont remontées par le framework Spark. En fait, il va les consolider sur un seul data frame. Donc là, c'est du CPU, donc il n'y a aucune opération GPU. Je dois avoir une trace que j'ai prise tout à l'heure.
Non, sinon je l'ai en shell au moins. En fait, on va faire ça. Hop. Ok, donc là, non. Normalement, ça aurait dû prendre 6, ça a fait logs. Voilà. Je les ai effacés, mes profils. J'avais fait exprès de CPU run, GPU run pour pouvoir faire une comparaison. Donc, en fait, j'ai créé des. Enfin, pour me. Non. Dans le GIST, je me fais des alias. Ah, mais il n'exécute pas mon. Ah oui. Activate Rapids. Je ne suis pas dans le bon environnement Conda. Donc, j'ai des alias qui sont juste en fait des raccourcis d'une ligne de commande Java, mais comme passer le code classe PAF à la main et le nom de la ligne de commande à la main, c'est un peu chiant. C'est pas difficile, mais ça me sauve 30 secondes à taper le truc tous les matins. Donc, Rapids Profile. Donc voilà, il y a des options, et donc l'option la plus intéressante, c'est le compare, puisqu'en fait, si on a le même job qu'on a tourné des deux côtés, il va essayer de comparer, il va essayer de mettre en correspondance les différentes étapes, et essayer de donner des stats comparés. Donc on peut faire un tiret compare de mon log qui s'appelle run. Quand les logs sont petits, ça va vite. Et donc là, il a pris les deux applications qu'ils ont tournées. Donc c'est exactement les deux notebooks taxi, en fait, le taxi CPU et le taxi GPU. Et donc on voit que le premier est en plugin enable false et le deuxième est en plugin enable true. Donc l'application 2 est celle qui est le GPU, l'application 1 est celle qui n'a pas le GPU. Et on peut commencer à regarder comment les compteurs se comportent, comment la mémoire se comporte, comment les plans s'organisent. C'est détaillé, c'est pas très. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas super explicite non plus. Il faut quand même aller regarder à chaque fois tous les compteurs, notamment parce qu'ils mélangent. Là, j'ai tous les compteurs de l'application 1. Et ensuite, en dessous, j'ai tous les compteurs de l'application 2. Donc, on voit que ce pas les mêmes opérateurs. Donc, en fait, ils ne loguent pas tout à fait les mêmes valeurs. Donc, en fait, est-ce qu'ils sont comparables aux valeurs de l'opérateur CPU? C'est à vous de voir. C'est pas mal. Ça aide déjà plus que de tout faire à la main, mais c'est pas non plus automatique en disant bah voilà, celui-là, ça s'est bien passé ou pas. Par contre, dans les plans là d'exécution, est-ce que j'en ai un? Ça c'est tout pandas. Ouais, dans les plans d'exécution, en fait, ils ont eu le bon goût de mettre énormément d'informations tout de suite. Donc dans l'UI, en fait, on a déjà beaucoup de compteurs qui permettent de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que ça a spilé? Est-ce que j'ai eu des problèmes d'échange entre le CPU et le GPU? Donc on n'a pas forcément besoin d'aller chercher les profiling. Ils ont déjà mis beaucoup de métriques affichage dans l'UI. On peut la regarder directement. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des points auxquels je n'aurais pas répondu? Et sinon, une des choses qui s'est beaucoup améliorée, c'est les crashs. Quand j'ai fait les tests, le memory overload sur la GPU, c'est un crash JVM. D'ailleurs, enfin, si vous voyez, j'en ai encore de temps en temps. Ce qui n'est pas pratique à débugger, c'est un peu violent. Le nombre de cas de crash JVM a été beaucoup réduit. Donc maintenant, une surallocation, ça devient un message d'erreur Spark et ça ne devient plus un cas de crash JVM. Donc ils ont beaucoup travaillé sur la stabilité et la sortie d'erreur pour éviter que ce soit trop difficile à débugger, en fait.
Qu'est-ce que tu avais dans tes 8% d'erreurs que tu avais montré sur le cluster? Tu avais un peu analysé ce qui s'était passé dans les... Alors, j'avais regardé, je t'avouerai que ça fait quelques mois. Oui, bah oui. Je sais que j'avais des... En fait, dès que j'avais des structures nestées, ça a été le problème, parce que même quand la structure nestée est gérée, en fait, le problème, c'est que visiblement, il y avait un problème dans la copie de données. Il copiait beaucoup trop de données dans la GPU, donc en général, ça entraînait un crash. Donc, ce qu'on vient de voir là. GPU, qu'est-ce que j'ai eu comme crash visible? Je crois qu'il y avait un truc avec certains un writer parquet, quand il y avait certaines options, il crashait en fait. Mais quand j'ai vu qu'il y avait 8% de panne, je me suis juste dit que j'étais pas prêt de le mettre en prod de ce côté-là. Ouais. Ça s'entend. De toute façon, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est que même sur le côté Workstation, j'avais commencé à regarder la version 0.2.0 qui était donc en 2021. 60% des hôtels ne finissaient pas parce qu'il y a plein de trucs qui n'étaient pas supportés. En 0.4.0, 2 mois plus tard, 40% des hôtels ne passaient pas, donc ils avaient déjà rapporté 20%. Et en fait, si tu le fais périodiquement, tu vois qu'ils travaillent beaucoup sur le sujet. En fait. Ils sont vraiment actifs. D'accord. Je pense que ce n'est pas encore mûr pour une production totale, mais ils sont vraiment actifs pour l'améliorer. Merci. Je vous propose, vu qu'on n'est pas beaucoup, de profiter que les pizzas soient encore chaudes et les bières encore froides pour continuer ces discussions en mangeant off-record. Merci à tous. Merci beaucoup.